Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est skin in the game, qui met sa peau en jeu, qui prend des risques pour générer peut-être des revenus. Un investisseur, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre des investisseurs et des entrepreneurs. Nous, on est une structure qui gère des fonds qui ne nous appartiennent pas. Les clients, c'est autre chose, tu leur vends un produit. Des investisseurs, tu es obligé de leur vendre une grande vision. Expliquer où tu veux être dans 10 ans. Les entreprises qu'on aime bien financer, c'est des entreprises qui font à peu près 2 milliards derrière de chiffres et qu'on espère pouvoir amener à 20 ou 30. Une rente, c'est le contraire de l'entrepreneuriat. Quand quelqu'un me dit « je suis entrepreneur parce que je loue les immeubles de la famille », hein, tu n'es pas entrepreneur, tu es rentier. Ça n'a rien à voir. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Ouch. Alors aujourd'hui, on a le plaisir, le privilège d'accueillir un entrepreneur, un homme très inspirant, qui pour moi aussi m'a beaucoup inspiré dans mon aventure entrepreneuriale. Il est fondateur d'une société d'investissement qui accompagne et structure les entreprises à Madagascar depuis une dizaine d'années. Depuis 17 ans, dans l'entrepreneuriat à titre professionnel, et aujourd'hui il est investisseur également. Et son travail à lui, c'est de créer et de développer des entreprises à mission. Il se considère comme une personne qui aime les entrepreneurs antifragiles. J'ai l'honneur de vous présenter Emmanuel Kotsioyannis de Miaracap sur Ouch. Bonjour Emmanuel. Bonjour Fench, bonjour à tous et merci de l'invitation. Bienvenue sur Ouch. Alors, ça me fait très plaisir de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Tu représentes pour nous une nouvelle génération d'entrepreneurs et surtout, tu inspires beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Merci déjà beaucoup de l'invitation, c'est un honneur aussi. Et puis c'est un double honneur parce que je succède à un autre entrepreneur que j'admire beaucoup, Rans, qui était avant moi sur le plateau. Et que je te renvoie le compliment, je suis également très impressionné et souvent inspiré par ce que tu fais dans le business. Donc merci de l'invitation. Je m'appelle Emmanuel Kotsioyannis, j'ai 45 ans. Je suis papa de 2 petites filles, d'ailleurs d'une de moins en moins petite, une fille de 3 ans et une de 13 ans qui font mon bonheur au quotidien. Je suis en effet entrepreneur avant tout et investisseur depuis quelques années. J'ai grandi à Madagascar, je suis d'une famille qui est établie à Madagascar depuis 4 générations, des Grecs qui sont arrivés pour entreprendre et qui sont restés ici. Et puis, il y a 8 ans, après un long bout de temps passé en Europe pour me former et commencer ma carrière, j'ai décidé de revenir à Madagascar et écrire une nouvelle page de ma carrière professionnelle qui m'occupe aujourd'hui. Donc, je dirige Miaracap, qui est en effet un fonds d'investissement à impact. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Miaracap ? Donc Miaracap, c'est un fonds d'investissement à impact. Nous finançons et nous accompagnons des entrepreneurs dont nous pensons qu'ils peuvent améliorer la vie des gens, les aider à augmenter leurs revenus. Et à Madagascar, c'est vraiment quelque chose qui manque. On est dans un pays où il y a moins de 2% de la population qui a un revenu à la fin du mois, un salaire à la fin du mois. Et donc, on s'est donné pour mission d'accompagner des entrepreneurs qui sont ambitieux, qui sont performants, qui peuvent créer des entreprises également ambitieuses et performantes pour créer des jobs, mais pas uniquement pour créer des jobs, aussi pour rendre des services aux gens, que ce soit dans la santé, dans l'énergie, dans le logement, l'alimentation, dans le divertissement, puis générer, comme on dit, avant on disait des externalités positives, aujourd'hui on a un terme plus simple et plus joli qui est des impacts, c'est-à-dire des choses qui marquent positivement la vie et la trajectoire des gens. Donc on a démarré nos activités il y a 8 ans. En fait, on l'oublie souvent, mais un investisseur, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre des investisseurs et des entrepreneurs. Nous, on est une structure qui gère des fonds qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à des investisseurs. Donc j'ai moi-même commencé par aller lever des fonds. Donc on est allé voir beaucoup d'investisseurs malgaches et internationaux qui nous ont confié leur argent. Et c'est cet argent que nous investissons aujourd'hui dans des entreprises. Donc on a financé une 15aine d'entreprises avec nos activités, dont une grande partie sont performantes aujourd'hui, aussi bien en termes financiers que d'impact. C'est 15 entreprises. J'imagine le gros boulot derrière tout ça. Mine de rien, 15 entreprises, effectivement, ça paraît un peu faible. Mais j'imagine qu'il y a eu un tas d'autres entreprises qui ont été scrutées à la loupe avant d'arriver à ces 15 entreprises-là. Bon, d'abord, Miaracap, on ne fait pas que ça. On a 2 activités. On a une activité d'investissement
et une activité de conseil et d'appui aux entreprises à travers d'autres formes que l'investissement. Et ça représente quand même une partie importante de notre activité, nos impacts, et je vais pas revenir dessus. Je pense que le sujet important, c'est l'investissement qui, moi, personnellement, m'occupe pour l'essentiel de mon temps. Tu as raison, c'est pas beaucoup. Première réponse, l'investissement en capital, c'est un métier qui s'adresse globalement pas à toutes les entreprises. Quand tu es investisseur, tu paries sur le futur. Tu cherches, moi je le dis souvent, des moutons à 5 pattes. Tu cherches des entreprises qui veulent faire beaucoup de croissance, qui sont prêtes à ouvrir leur capital, qui sont prêtes à partager un certain nombre de décisions avec un entrepreneur, qui ont des avantages stratégiques qui te font dire qu'elles vont y arriver et même si elles échouent, elles sauront rebondir. Et en fait, ça élimine plein de boîtes. Ne serait-ce que la volonté de l'entrepreneur d'ouvrir son capital. Et donc, le marché, il n'est pas très gros des entreprises qu'on peut financer en capital. Ça, c'est le premier truc. Il est beaucoup moins gros que le marché des banques. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'un bon investisseur, c'est un investisseur qui gagne de l'argent. Et donc cet argent, évidemment, il est pris sur la rentabilité de l'entreprise. Et pour qu'une entreprise accepte de donner une partie de sa rentabilité à un investisseur, il faut que tu apportes de la valeur. Et pour apporter de la valeur, il faut consacrer du temps. Et ce temps, en fait, c'est de l'humain. Et nous, on est une dizaine à travailler en investissement. Et si on veut consacrer suffisamment de temps et d'attention aux entreprises qu'on accompagne, on ne peut pas en accompagner beaucoup. Et c'est ce qui nous permet, sur certaines entreprises qu'on accompagne, de contribuer, et je voudrais insister, de contribuer, ce n'est pas nous qui faisons les succès des entreprises, c'est les entrepreneurs, mais c'est ce qui nous permet de contribuer à avoir des entreprises qui multiplient leur taille par 10, parfois par 15 en 4 ou 5 ans. Donc c'est possible de multiplier par 15 en 4-5 ans. Alors c'est plus facile quand tu es petit, et donc nous on finance des entreprises qui sont ni trop petites ni trop grosses, celles dont on pense qu'on peut encore multiplier leur taille par 15. Si je devais donner un chiffre, je dirais que les entreprises qu'on aime bien financer, c'est des entreprises qui font à peu près 2 milliards d'arrière de chiffres et qu'on espère pouvoir amener à 20 ou 30. C'est possible et je crois qu'à Madagascar, c'est pas si compliqué que ça. Il y a un vrai plafond pour les petites entreprises pour atteindre une taille moyenne. Et une fois que tu as atteint cette taille moyenne, il y a tellement peu d'acteurs dans la mare au canard que tu deviens assez rapidement le canard qui grossit. Est-ce qu'il y a des domaines que tu n'aimes pas du tout par rapport à ces entreprises-là? D'une manière générale, on cherche des entreprises qui créent de la valeur durablement avec une protection de cette valeur. C'est-à-dire il ne faut pas que quelqu'un puisse faire la même chose facilement. Donc une barrière à l'entrée. Une barrière à l'entrée. Voilà. Une barrière à l'entrée ou un avantage stratégique. Ça, globalement, ça élimine toutes les entreprises qui font du négoce pur. C'est-à-dire, tu achètes un truc, tu le revends plus cher. Ça, c'est assez facile en vérité. Tu trouves le bon produit, tu dis tiens, et d'ailleurs tu peux changer tous les ans, tu dis tiens, il y a 3 ans, il y avait ce produit-là qui marchait en Chine, je vais en acheter un conteneur entier et je vais le revendre à Madagascar 20 ou 30% plus cher et je vais gagner de l'argent. Je ne dis pas que ce n'est pas des bons métiers. Je dis que tu n'as pas besoin d'un investisseur pour faire ce métier-là. Donc nous, globalement, on ne regarde pas trop les métiers de négoce. Les métiers qui dépendent beaucoup des importations, moi je ne les aime pas trop non plus, pour 2 raisons principales. Je crois que, alors déjà, quand tu importes, tu es désavantagé quand ta monnaie se déprécie. Or, à Madagascar, la monnaie se déprécie globalement souvent. Donc, on n'aime pas trop les business qui sont vraiment exposés à ça. Et à l'inverse, quand tu exportes, tu es plutôt avantagé quand ta monnaie se déprécie. Donc, on aime bien les business qui exportent. Et puis après, l'idée dans ces business-là, c'est de se dire, au fond, avec ton business, combien de personnes tu fais vivre. On en reparlera peut-être, mais moi, je reviens toujours sur ce chiffre de 2% de la population du pays qui a un job. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on contribue à relever ce chiffre. Donc ça, c'est vraiment l'impact social que ton business va apporter à la population, quoi. Oui, parce qu'un emploi, ça déboucle tout. Quand toi, tu as un emploi, tes enfants, ils vont à l'école. Souvent, tu as une maison, tu as de l'électricité, tu as accès à l'eau, tu manges un peu mieux. Et donc, les générations, elles progressent comme ça. Donc, je crois que la porte d'entrée, c'est l'emploi. Le premier travail de l'investisseur donc de Miracap, c'était de lever des fonds.
En simple mots, ça consiste à quoi et quelles sont les étapes pour ça? Pour lever des fonds, Oui. il faut d'abord savoir pourquoi on lève des fonds. Donc je dirais que la première étape, c'est le pourquoi. C'est un mot simple et en même temps compliqué. Les investisseurs appellent ça une thèse d'investissement. Et c'est la même chose quand tu as une entreprise. C'est-à-dire, finalement, pourquoi tu as besoin d'argent? Pour faire quoi à court terme? Pour faire quoi à moyen terme? Et puis pour faire quoi à long terme? C'est-à-dire, c'est quoi ta grande vision? Donc je crois que quand tu vas chercher de l'argent à d'autres personnes qu'à des clients c'est autre chose, tu leur vends un produit. Des investisseurs, tu es obligé de leur vendre une grande vision. Donc tu es obligé de leur expliquer où tu veux être dans 10 ans. Il faut que ce soit convaincant, il faut que tu y crois, il faut que ça produise de l'impact, il faut que ça génère de la rentabilité. Ça, je crois que c'est de loin le plus important. Une fois que tu as expliqué aux gens où tu voulais arriver dans 10 ans, maintenant, il faut leur prouver que tu en es capable. Et ça, je dirais qu'on vient sur la deuxième question, c'est qui tu es, quelle est ton histoire, quelles sont tes réussites, encore plus important, quels sont tes échecs, comment tu les as gérés, qu'est-ce qui prouve dans ton histoire que tu es capable de porter cette grande vision et de délivrer. En anglais, on appelle ça le track record. Qu'est-ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu as raté, qui montre que, en fait, tu mérites qu'on ait à nouveau confiance en toi. Après, y a la feuille de route opérationnelle, qu'est-ce que tu vas faire dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Mais ça, c'est des détails. Le point de départ, c'est ta grande vision et qui tu es. Si je te demande de choisir entre la personne ou le business, tu répondrais quoi? À Madagascar, on n'a pas de statistiques, mais aux États-Unis ou en Europe, on tourne autour d'un chiffre de 75 à 90% d'échecs des entreprises nouvellement créées. Avec un chiffre aussi important de chances d'échec, la question principale, c'est pas quel est ton business, c'est comment tu vas réagir toi en tant qu'être humain face à l'échec. Et du coup, la réponse c'est évidemment qui, c'est évidemment l'humain, c'est évidemment à quel entrepreneur on s'adresse. Et en fait, la principale question qu'on se demande, c'est comment cet entrepreneur va se comporter quand les choses vont être dures. Comment ça va se passer quand on va commencer à rentrer dans les nuits blanches, quand on va commencer à se demander le 25 du mois comment on paye les salaires du 30, quand on va se demander finalement comment on va réussir à écouler notre stock, quand on va voir apparaître un nouveau concurrent qui nous pique le marché. Et ça, c'est évidemment l'entrepreneur. Le plus décisif, c'est l'entrepreneur. Si tu n'as pas l'entrepreneur, si tu n'as pas celui qui peut faire face à l'échec, alors nous, on n'ouvre pas la porte. Et une fois que tu as une conviction forte d'avoir l'entrepreneur, alors tu regardes le reste. Le produit, le marché, la nature du projet. Mais c'est une fois et seulement une fois que tu as validé la personne que tu as en face de toi que tu regardes le reste. Moi, ça fait quelque temps que je connais l'équipe Miracap. J'ai vu que tu travailles beaucoup avec les jeunes. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette expérience que tu as avec ces jeunes et comment tu les motives à travailler avec toi? Je crois que c'est une expérience qu'on partage d'ailleurs et j'aimerais qu'on soit plus nombreux dans cette voie-là, de faire confiance aux jeunes. Le point de départ, c'était une contrainte. C'est que quand tu crées, alors déjà, tu n'as pas beaucoup d'argent et donc tu ne peux pas commencer par payer des gros salaires. Et puis, personne ne te connaît, donc tu ne peux pas commencer par attirer les gros calibres. Donc, tu as une contrainte que tu transformes en opportunité. Tu te dis, comme je ne peux ni attirer des gens qui ont 15 ans d'expérience, ni payer des gros salaires, je vais recruter des jeunes sortis d'école, mais par contre, je vais prendre les meilleurs. Je vais mettre la barre très très haut. Je ne vais pas recruter sur le CV, je vais recruter sur ce que je pense être l'intelligence et le potentiel de quelqu'un. Et ensuite, le challenge, quand tu recrutes des gens très intelligents et donc très ambitieux, c'est que tu es obligé toi-même d'avoir une ambition très élevée parce que ces gens, si tu veux les garder, il va falloir leur offrir des perspectives, des carrières dynamiques, etc. Et donc, je crois que ces deux éléments on a transformé une contrainte en opportunité et on s'est obligé, en recrutant des jeunes dynamiques et ambitieux, à être nous-mêmes dynamiques et ambitieux en tant qu'entreprise. Pour augmenter les gens de 30% tous les ans, tu n'as pas le choix, il faut augmenter tes revenus de 30% tous les ans. Ça, c'est mon point de départ. Ensuite, je me suis quand même dit, qui sait faire de l'investissement en capital à Madagascar? En vérité, personne. Donc, pourquoi je vais aller recruter à Madagascar quelqu'un qui a fait de la banque? C'est pas pareil. Quelqu'un qui a fait de la garantie, c'est pas pareil. Ou quelqu'un qui a dirigé une entreprise, c'est pas pareil. Donc, j'ai assumé qu'on allait apprendre un métier avec des jeunes, avec un niveau d'exigence élevé.
Maintenant, c'est compliqué, parce que ces jeunes, ils sont jeunes, quoi. Ils grandissent. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un vrai challenge au quotidien. Moi, j'adore ça. Ça t'oblige à répondre à des questions auxquelles tu ne répondrais pas si tu avais des gens qui avaient déjà un peu plus d'expérience dans des grandes entreprises. Ça te maintient jeune et vif toi-même. Je trouve ça cool. Vraiment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant que tu sois investisseur? Alors oui, on en parlait dans la préparation de ce document. Il y a un élément important chez moi et j'insiste souvent là-dessus parce que c'est ce qui me rend malgache pour de vrai et pas juste Zanatan, comme on dit. C'est que j'ai grandi à Fianna. Comme en fait 95% des malgaches, j'ai pas grandi à Tana. Et on oublie souvent que Madagascar, c'est 95% des gens qui vivent pas à Tana. Ça, c'est le premier point. Et sur ces 95%, t'en as plus de la moitié qui vivent à la campagne, quoi, en brousse. Moi, je vivais à Fianna et presque à la campagne. Ça a vraiment forgé mon histoire. Quand tu es, en fait, pas à Tana, globalement, forcément, il y a encore moins de jobs qu'à Tana, donc les gens, ils sont tous entrepreneurs, en vérité. Et donc moi j'avais des parents entrepreneurs, hôteliers, et puis quand tu as des parents entrepreneurs et que tous les copains de tes parents sont entrepreneurs, toi-même tu deviens très jeune entrepreneur. Donc mon premier business, il était légal mais moyennement éthique. J'élevais des coqs de combat, donc j'avais 12 ans et je faisais des combats de coqs. Je me suis vite rendu compte que, alors que déjà ça apportait pas une véritable sécurité de revenus, les combats de coqs. Et puis, il y avait des problèmes éthiques malgré tout. Donc, je me suis mis à élever des poules. Donc, à 14 ans, j'avais des poules pondeuses. Et puis, une fois que tu as des poules pondeuses, après, tu as des oies, tu as des canards. Ça, c'était où, ça? C'était à Fianna. C'était à Fianna, dans la maison familiale. Et donc, j'ai entre 12 et 14 ans, enfin, tu vois, j'ai appris à faire un coup de revient, quoi, par exemple. Je savais combien coûtait la provende, combien ça coûtait de mettre du bouzaka dans l'enclos, et combien ça coûtait de fabriquer un enclos, et je savais combien coûtait un œuf, une poule, une oie et un canard. Et je savais par ailleurs que ces poules, ces œufs, ces oies et ces canards, on pouvait se les faire voler. Et donc j'ai découvert un certain nombre de basiques de l'entrepreneur à Madagascar. Ça a été important. J'ai un peu oublié ça quand j'ai poursuivi mon lycée à Tana, mais là j'ai appris un deuxième truc. J'étais tout seul à Tana, à l'internat, et puis après tout seul, donc j'étais loin de mes parents. Là, je me suis rendu compte à quel point c'est compliqué d'être déraciné, de ne pas être chez soi. La RN7 n'était pas en meilleur état, peut-être en meilleur état qu'aujourd'hui quand même, malheureusement. Mais en tout cas, ça me mettait 10-12 heures pour rentrer chez moi en taxi-brousse une fois par mois. Et donc là, tu apprends l'autonomie. Donc je dirais, j'ai commencé par le sens du business, après l'autonomie. Alors, tu as des parents qui t'envoient quand même un peu de sous tous les mois, hein, évidemment, mais tu apprends à te débrouiller tout seul pour faire un certain nombre de trucs. Ça s'est renforcé quand je suis parti faire mes études en France, encore plus loin. Donc là, j'étais vraiment tout seul. Je dirais, dans les autres éléments du parcours qui m'ont marqué, j'ai fait d'assez longues études. J'ai fait 7 ans d'études et j'ai commencé ces 7 ans d'études par une prépa. Une prépa, c'est un truc où on te prépare à passer des concours difficiles. Dans quel domaine? C'était une prépa HEC, donc pour préparer les concours des écoles de commerce. Et en gros, pour faire simple, tu bosses beaucoup. Et tu es que avec des gens qui sont obsédés par réussir les concours. Donc en fait, tu es dans la compète, quoi. Donc j'ai appris également assez jeune à travailler beaucoup et à être dans la compétition. Et puis après, il y a plein d'autres trucs qui m'ont forgé. Je dirais peut-être le quatrième point qui m'a forgé, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de très social. Et j'ai toujours rencontré beaucoup de gens et essayé de construire des relations qui ont du sens et qui durent. Voilà. Et tous ces éléments-là, je les ai gardés. Le sens du business, l'autonomie, le travail dur, la compétition et le goût des relations qui ont du sens et qui durent. Et je crois qu'aujourd'hui, ces 5 aspects-là, on les retrouve dans ma façon d'aborder l'entrepreneuriat. Lorsque tu es parti travailler à l'étranger, tu as commencé, j'imagine, à travailler également dans une boîte. Quelle est la suite logique entre avant investisseur et études? J'ai fait cette prépa, et puis cette prépa, après tu passes des concours et tu atterris en école de commerce. École de commerce, pour monter une boîte ou faire du business, globalement c'est une bonne formation, parce que c'est une formation très généraliste. Tu fais un peu de marketing, ressources humaines / psychologie, tu fais un peu de finance, tu fais un peu de commercial, tu vois un peu, globalement, toutes les fonctions qu'il y a dans une entreprise.
En 3e année, tu te spécialises, et moi, j'ai fait le choix de me spécialiser en finance. Mais ça arrive assez tard. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas à Madagascar, et si je devais... il y a au moins... Nous, on recrute beaucoup à l'INSCAE, et je trouve que l'INSCAE est trop spécialisé dès le début. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se spécialiser vraiment à la... Tu as toute ta vie pour te spécialiser, en vérité. Ce qui est sympa dans les études, c'est de développer des approches généralistes de bon niveau. Donc moi, j'avais ça qui constitue un bon début de background. J'ai complété cette formation par une formation plus en économie à Sciences Po. Et en sortant de cette formation, j'ai envoyé un CV dans ma vie. J'allais en envoyer d'autres, mais en vérité, on m'a proposé un job sur le premier et je l'ai pris. J'ai envoyé mon CV dans un cabinet de conseil qui démarrait, voilà. Et j'ai eu la chance de rejoindre un cabinet de conseil qui accompagnait d'autres entreprises dans leur stratégie, leur organisation. Et j'ai eu surtout la chance de le rejoindre dès le début. Donc j'ai travaillé 4 ans dans le conseil, j'ai fait 2 cabinets. Et en vérité, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait, ce n'était pas le conseil. C'était de voir comment une entreprise, donc cette entreprise de conseil dans laquelle j'étais, comment elle démarre. Comment elle recrute ses premiers salariés, comment elle trouve ses premiers clients, comment elle construit son positionnement. Donc très vite, grâce à un emploi salarié, tu n'as pas cette chance-là quand tu vas bosser dans une banque. Parce que quand tu vas bosser dans une banque, tu arrives dans une organisation qui est figée et qui est stable. Ou dans un grand groupe agroalimentaire ou industriel. Et du coup, d'être complètement contaminé par ce virus de la création d'entreprise. En anglais, on dit 0 to 1. J'imagine qu'en malgache, on dit quoi? Manum kamni ouch. Voilà. Ouch. Moi, c'est ce que j'aime. C'est dire, qu'est-ce que tu fais quand il n'y a rien et que tu veux créer quelque chose, les premiers pas. Et le conseil, du coup, par rapport à ce parcours-là, quand on a des grandes ambitions, il faut essayer de faire en sorte de ne pas fermer trop de portes. Et au début, d'aller vers des choses qui t'ouvrent des portes et pas qui t'enferment. Et il y a des choses qui ferment des portes. Ne pas faire d'études, faire le choix délibéré de ne pas faire d'études, ça ferme des portes. C'est sûr. Tu veux dire ne pas continuer ses études universitaires? Ouais. Quand tu as la possibilité de faire des études et que tu décides de ne pas en faire, c'est une opportunité, mais ça ferme des portes aussi. Décider de ne pas aller voir comment ça se passe dans une entreprise avant de monter la tienne, ça ferme des portes. Parce que tu ne te construis pas de réseau, tu ne te construis pas d'expérience. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il faut faire attention, quand on fait des choix, à se dire quelle porte ça me ferme pour l'avenir. Et moi, si je regarde en arrière mon parcours, la plupart des choses que j'ai faites ne m'ont pas fermé de porte, elles m'en ont plutôt ouvert. Je pense que ça s'appelle l'effet cumulé ou l'intérêt composé. Le fait qu'on investit dans quelque chose que... Voilà, c'est un iceberg, quoi. On voit juste le haut de l'iceberg, mais derrière, plus tard, ça nous revient beaucoup. Tu nous as partagé dans des anecdotes, à un moment, tu as fait une livraison personnelle d'un plateau repas de Paris vers Londres. Est-ce que ça faisait toujours partie de cette cohérence ou bien de ton envie de comprendre comment ça fonctionne? Quand j'avais 28 ans, j'ai monté ma première boîte, vraiment, à Paris. C'était une entreprise qui s'appelait Les Dîners d'Héloïse, qui était une entreprise de chef cuisinier à domicile, qui a eu un beau succès, sur laquelle je me suis associé à une jeune femme qui ne s'appelait pas Héloïse d'ailleurs. Comme quoi le marketing n'est pas obligé de trouver des fondements dans la réalité, parfois il faut qu'il se soit dans l'imaginaire. Ça avait bien démarré et donc moi j'étais pas en cuisine, moi je m'occupais au début je répondais au téléphone des clients, je faisais les finances, les devis, etc. Je crois que c'était au bout d'un an, 14 février, donc on avait monté la boîte probablement en mai 2008 et 14 février 2009. Je commence à toucher la limite du modèle et on commence à se dire, envoyer des chefs cuisiniers à domicile chez les gens, c'est bien, mais pour passer à l'échelle, c'est dur, quoi. Ça ne scale pas beaucoup. Et donc on lance une offre de plateau repas, hyper qualitatifs, qui sont inspirés de nos menus de chefs à domicile. Et on décide de la lancer à une belle période, qui est le 14 février. Et alors pourquoi on le lance à ce moment-là? Parce que nous, on facturait les repas par personne. Et quand tu envoies un chef à domicile, le 14 février, les gens, ils mangent à 2. Ils ne mangent pas à 8. Et quand tu envoies un chef à domicile pour un repas pour 2, en fait, tu as un problème. Même si ton repas, il est cher, c'est que 2 fois.
Alors que quand tu as 8 personnes, ça marche mieux et tu fais des plus grosses marges. Attention au volume, hein, c'est une vraie clé chez les entrepreneurs. Le prix, c'est bien, les volumes, c'est quand même mieux. Il faut faire vachement attention. Et donc, là, on se dit, si on veut faire du volume, le 14 février, il faut lancer un nouveau format. Et on lance, je m'en rappellerai toujours, un superbe plateau, hyper design, avec la marque Les Dîners d'Héloïse, il y avait du caviar, du homard, des choses comme ça. Ça cartonne en vente e-commerce. C'était le début du e-commerce en France, 2008. On pousse le truc, on en vend 1000, je pense. Et c'était un gros ticket, hein, c'était un ticket à 150 € pour 2 plateaux. Donc on fait une vente à plus de 150 000 €. Et là, en fait, on voit qu'on avait oublié de limiter géographiquement la livraison. Ah. Et en fait, on a un gars qui nous avait payé en ligne et qui voulait se faire livrer dans la banlieue de Londres. Et là, on se dit, en fait, promesse client, t'as pas le choix, quoi. Et qui est dispo pour aller faire une livraison à Londres le 14 février? Le patron. Donc j'ai pris un Eurostar, j'ai pris les plateaux repas et je suis allé livrer le client. Et il était content. Il était content. Évidemment. Il était content, c'était un banquier d'affaires qui a fait toute notre pub à Londres. Et on a fait une grosse erreur, on n'a pas ouvert d'antenne à Londres. On a fait une grosse bêtise. On avait quelque chose qui marchait bien sur un gros marché, Paris, et on a fait l'extension sur un petit marché, Bordeaux, alors qu'il fallait la faire sur un gros marché, Londres. Il faut faire attention quand tu as un truc qui marche bien sur un gros marché, à pas essayer d'aller le répliquer sur un petit marché. Ouais. Et on n'a pas ouvert Londres, ça a été une erreur. Et quand est-ce que tu as décidé de quitter ce projet-là? Les dîners d'Héloïse, c'est bien développé. On est devenu leader en France du chef cuisinier à domicile. Et puis, alors je disais, moi j'aime bien faire le 0 à 1. Pour simplifier, je pense que j'aime bien faire le 0 à 10 millions d'euros. Donc, Amada, je pense que je ne suis pas trop mauvais sur le 0 à 20 ou 30 milliards d'ariard, disons. Voilà, je pense que c'est des ordres de grandeur que je maîtrise bien. Je ne dis pas que je suis mauvais sur le reste, mais ceux-là, je les ai fait plusieurs fois. Et j'ai prouvé que je savais le refaire. Par contre, quand on devient assez gros, je suis un peu moins à l'aise. J'étais un peu moins à l'aise à l'époque. Et à l'époque, on a eu une croissance rapide et on est passé assez gros. Donc on est monté à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est monté à plus de 150 personnes, et je crois qu'il y a eu une accumulation de ma part de manque d'expérience, de fatigue, de quelques erreurs de gestion, d'un manque de vision aussi. J'avais 33 ans sur une boîte qui faisait 10 millions. Et en fait, je n'avais pas ni l'énergie ni les ressources pour continuer. Et donc j'ai passé la main. Et tu as décidé de revenir à Amada? Ou c'était pas tellement ça? Et j'ai décidé de me reposer. En gros, j'étais fatigué. Donc j'ai décidé de rentrer me reposer. Et puis quand tu rentres te reposer, souvent tu rentres à la maison. Je crois que je me suis reposé qu'une semaine, parce qu'après m'être reposé, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me remette au boulot. Et donc je suis revenu à Amada initialement pour me reposer. Et puis finalement, sur la plage, tu te demandes assez rapidement quel est ton prochain projet. Et donc mon projet d'après, ça a été Miracap assez vite. Miracap. Est-ce que c'est plus facile de faire du business à Madagascar par rapport à la France? Oui, sans ambiguïté. Pourquoi? Parce que tous les business sont à faire, toutes les places sont à prendre. Le problème quand même d'un business, c'est le marché. Et pour avoir un marché, il faut qu'il y ait suffisamment de consommateurs et pas trop de concurrents. En Europe, les gens sont déjà saturés. Globalement, les gens consacrent leurs revenus à consommer plein de choses que toi, tu ne leur vends pas encore. Donc, quand tu vas leur vendre quelque chose, tu es en concurrence avec plein de choses qu'ils consomment déjà. Et par ailleurs, tu es en concurrence avec des centaines de personnes qui font la même chose que toi. Il n'y a pas un secteur d'activité aujourd'hui, à part des secteurs d'activité très innovants, mais c'est un autre sujet, et vraiment très très innovant, où il n'y a pas plusieurs centaines d'entreprises qui font la même chose. Ce n'est pas le cas à Madagascar. Et ce n'est pas le cas sur les deux éléments. Le premier élément, alors il y a moins de consommateurs, ça c'est clair. Au lieu d'avoir 70 millions de consommateurs à Mada, il n'y a malheureusement que 10% de la population qui a suffisamment de revenus pour consommer des biens et services payants. Donc tu as un marché, en fonction des biens et services que tu vends. Si tu vends des croquettes pour chiens comme toi, le marché c'est probablement moins de 100 000 personnes. Si tu vends du riz, c'est probable, ou de l'huile,
c'est probablement 3 ou 4 millions de personnes. Mais les marchés, ils sont toujours compris entre 100 000 et, disons, 5 millions au maximum. Donc, c'est des marchés qui ne sont pas très gros. Et en plus, ils sont un peu fragmentés géographiquement. C'est-à-dire que quand tu as une boîte à Tana, le marché de Farafangane, il est un peu compliqué à attaquer, quoi, d'un point de vue logistique. Donc ça, c'est clair. Et puis, il y a moins de concurrents. Mais quand tu arrives avec quelque chose un peu différent, par exemple des croquettes, ou, je ne sais pas moi, une offre de restauration rapide à base de poulet comme on a pu le faire, ou des soins d'esthétique comme une entreprise de notre portefeuille le fait, en fait, tu n'as pas tant de concurrents que ça. Et donc, le marché, c'est plus facile. Alors, il y a un autre élément plus facile, c'est que le coût du travail est très inférieur. Ce qu'on appelle le cost of launching a business. Avant de démarrer un business en France, si tu n'as pas 250 000 euros, 1 milliard d'arrière à mettre sur la table, tu ne lances rien du tout, quoi. S'il faut que tu prennes un bail, s'il faut que tu recrutes 3 personnes, c'est pas possible. C'est très difficile. À Mada, tu pars avec un capital de, allez, 5 millions, tu peux démarrer quelque chose. Et puis voir comment ça marche. Après, sur les difficultés, je dirais la première difficulté, elle est humaine, c'est-à-dire que c'est difficile de trouver des gens compétents et formés, à commencer par les entrepreneurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs eux-mêmes sont globalement souvent autodidactes et ont eux-mêmes souvent besoin de se former. Ils n'ont pas accès aux mêmes référentiels, aux mêmes formations qu'à l'étranger. Donc ils apprennent en faisant, et c'est un peu dur. Et puis les équipes, donc c'est dur de trouver un directeur des ventes, c'est dur de trouver les premiers commerciaux, c'est dur de trouver le premier comptable, etc. Après, dans les autres difficultés, souvent quand tu crées une entreprise, tu essayes de le faire de manière formelle et il y a beaucoup de gens qui font ça de manière informelle, donc ça rend les choses pénibles. Les infrastructures, ça facilite pas. Quand tu montes un business et que tu n'as pas d'électricité pendant 3-4 heures à la maison, c'est compliqué. Et puis, bon, évidemment, on parle beaucoup des relations avec l'administration, mais ça, je crois que de toute façon, c'est un cauchemar des entrepreneurs partout dans le monde, les relations avec l'administration, donc voilà. Et quels sont les secteurs les plus porteurs à Mada? Tout ce qui répond à des vrais besoins. Et en fait, il y a plein de vrais besoins. Alors, je dirais, il y a 2 portes d'entrée. Il faut, 1, répondre à un vrai besoin. Et 2, je le disais tout à l'heure, je pense que dès que tu apportes de la valeur ajoutée et que tu exportes, le vrai besoin, c'est des jobs. Donc, quand tu crées une entreprise qui crée des jobs, tu arrives à avoir un modèle économique assez vite favorable. Donc, tu réponds aux besoins primaires des gens, qui est d'avoir des emplois. Donc, dès que tu montes une boîte qui crée beaucoup d'emplois, tu réponds à un besoin. Et ensuite, sur les besoins en consommation, les gens, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de logement, ils ont besoin d'alimentation, ils ont besoin d'éducation, d'abord, tout ça d'abord, de transport. Et donc, dans ces 5 secteurs-là, il y a plein de trucs à faire. Et puis après, à l'export, il y a beaucoup de marchés sur lesquels Madagascar est bien positionné. Les secteurs intéressants, c'est tous ceux sur lesquels Madagascar fait quelque chose que d'autres pays africains ou asiatiques ne font pas. Il ne faut pas aller faire des ananas. Le Kenya fait des ananas extraordinairement bien sur des milliers d'hectares de plantations. Il ne faut pas aller faire du café standard. L'Amérique du Sud, l'Asie fait très bien du café standard. Il faut faire du café de niche. Madagascar est très bon sur les activités de niche à très forte valeur ajoutée. Voilà, quand tu fais du textile, c'est mieux de faire du textile haut de gamme, de luxe. Donc voilà, réfléchir besoin avant tout. Aujourd'hui, on est tous au courant, depuis 2023, de l'impact qu'a l'IA, l'intelligence artificielle, dans le business. Est-ce que pour toi et pour ton équipe, l'IA joue un rôle prépondérant? Et surtout, en quoi l'IA va changer le business d'un point de vue investisseur et entrepreneur en même temps? Alors nous, je pense que 100% des effectifs de Miracap utilisent l'IA quotidiennement. Ça va de ChatGPT pour reformuler un mail, Canva IA pour améliorer une présentation, Gemini pour disséquer une réponse à appel d'offres. Moi, j'ai été un utilisateur très précoce, puis j'ai arrêté. Et puis là, ça fait plusieurs mois que je m'y remets un peu sérieusement. L'IA a une chance extraordinaire pour Madagascar. Parce qu'elle va permettre, un peu comme la téléphonie mobile et l'énergie renouvelable,
de faire ce qu'on appelle le leapfrog, c'est-à-dire de gagner 10 à 20 ans par rapport à des trajectoires de croissance et de développement qu'ont connues les pays émergents aujourd'hui ou industrialisés il y a un siècle. Si je prends l'exemple de la téléphonie mobile, quand tu as de la téléphonie mobile, tu n'as pas besoin de monter une infrastructure physique de téléphonie fixe et il y a pas mal d'investissements que tu n'es pas obligé de faire. Quand tu as de l'énergie renouvelable, tu n'es pas obligé de monter des méga centrales. Tu peux monter des plus petites centrales qui sont plus proches du besoin des gens et aller plus vite. Quand tu as de l'IA, il y a pas mal de choses que tu n'es pas obligé de faire. Et là, c'est à prendre avec des pincettes. Tu n'es pas obligé de former et de recruter les meilleurs professeurs du monde dans les universités pour former une génération d'étudiants malgaches parce que tu peux intégrer l'IA dans ton cursus académique. Donc tu peux gagner beaucoup de temps sur l'éducation. Tu n'es pas obligé de recruter les meilleurs ingénieurs du monde pour développer des usines sur des process existants. Tu peux utiliser l'IA pour te produire des plans, pour te produire des roadmaps de mise en marché de produits, etc. Ça ne remplace pas la compétence, mais ça en accélère la mise en œuvre. Et donc, je dirais que c'est une chance extraordinaire parce que notre problème, on a globalement, enfin, si on veut développer, si on veut que le pays suive une trajectoire de développement accéléré, il faut monter le capital humain. Et l'IA permet précisément, si elle est bien utilisée, et si et seulement si elle est bien utilisée, de monter le capital humain. Est-ce que ça ne nous fait pas peur par rapport à de nombreux postes qui vont donc disparaître bientôt? Et tout fait peur. Surtout sur PPO. Mais en fait, toutes les innovations font peur. Le train faisait peur quand il a été créé. Internet faisait peur quand il a été créé. Il y a un économiste qui s'appelle Schumpeter qui parle de destruction créatrice. L'innovation, c'est ce qui fait de la croissance. Et la croissance, c'est ce qui détruit des rentes pour créer des business. Et j'ai demandé à ce qu'on ne fasse pas trop de politique, mais si je pouvais en faire un tout petit peu, je dirais qu'on a quand même un gros problème à Madagascar, c'est que l'absence de croissance ces 40 dernières années a transformé l'économie malgache en une économie de rente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui maintiennent un niveau de vie grâce à des rentes. Une rente, c'est quoi? C'est quelque chose qui tombe sans faire trop d'efforts. Ça peut être un loyer, ça peut être une commission, ça peut être... c'est plein de choses. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Une rente, c'est le contraire de l'entrepreneuriat. Quand quelqu'un me dit « je suis entrepreneur parce que je loue les immeubles de la famille », tu n'es pas entrepreneur, tu es rentier. Ça n'a rien à voir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est skin in the game, qui met sa peau en jeu, qui prend des risques pour générer peut-être des revenus. Et ce qui est intéressant avec l'innovation, c'est qu'elle casse les rentes. Donc oui, ça fait peur. Les gens qui sont en place, ils ont raison d'avoir peur. Après, la question, c'est est-ce que les gens qui sont en place, qui ont des rentes, ils ont envie de se mettre en situation inconfortable et de redevenir des entrepreneurs, comme l'étaient leurs parents, comme l'étaient leurs grands-parents avant eux. Ça, c'est une vraie question. Je crois qu'on a un vrai défi à Mada, c'est que les troisième ou quatrième générations redeviennent les entrepreneurs que leurs parents ont été il y a 2 ou 3 générations. Comment on lance un business? Très rapidement, en 2-3 minutes. Comment on fait? Je me mets à la place du jeune qui se tâte et puis il veut se lancer. Comment il fait? Le point de départ qui fait monter le taux d'échec de 75% à 99%, c'est l'idée de génie. Il n'y a pas d'idée de génie. C'est-à-dire que les gens très intelligents qui se disent « Ah, j'ai une idée, je vais monter une application mobile qui révolutionne la façon dont les gens se connectent les uns aux autres pour trouver un emploi », ça ne marchera pas. Parce qu'il suffit d'aller soit sur Google, soit sur ChatGPT pour s'assurer que ça, il y a déjà plein de gens qui le font très bien et à très grande échelle. Donc, la probabilité d'avoir une idée de génie très différente des autres, ça ne marchera pas. Et donc, du coup, moi, je suis toujours méfiant avec les entrepreneurs qui viennent me voir avec une idée. En revanche, j'accueille à bras ouverts les entrepreneurs qui viennent me voir avec une envie et une motivation d'entreprendre convaincante. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui, forts d'un parcours,
se disent, ça y est, je suis prêt. J'ai été formé à ça, j'ai acquis telle compétence, j'ai développé tel réseau, ou tout simplement, j'ai pas le choix. Ça, c'est très convaincant. Un entrepreneur qui vient me voir en me disant, moi, je vais monter une boîte parce que j'ai pas le choix. Et là, quand tu pars d'une envie ou d'une motivation, tu sais que tu vas être lutteur et résilient. Donc, le point de départ, franchement, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'être entrepreneur ? Est-ce que j'ai vraiment envie de diriger des gens ? Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre des risques ? Est-ce que j'ai vraiment envie de galérer tous les mois pour payer les salaires alors que je pourrais avoir un salaire à la banque et pas m'embêter ? Est-ce que j'ai vraiment envie de bosser 70 heures par semaine ? Parce que la vérité, c'est qu'un entrepreneur qui réussit, il bosse 70 heures par semaine. Voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de tout ça ? Si tu as vraiment envie de tout ça, alors il faut entreprendre. Et là, tu peux commencer à faire la liste de tes idées et à les tester avec ton entourage, avec le marché, à écrire. Il faut écrire. Il ne faut rien laisser en l'air. Donc les bonnes idées, c'est celles sur lesquelles tu as écrit au moins 2-3 pages. Et ce n'est pas ChatGPT qui écrit les business plans, ni le comptable. C'est toi. Tout le monde est capable d'écrire 2-3 pages en te posant 4 questions. Il n'y en a que 4. Hein. À quel besoin tu réponds ? Ça, c'est le marché. Quel produit tu vas créer pour répondre à ce besoin ? Et quelles sont ses principales caractéristiques ? Quel est ton modèle économique ? C'est-à-dire à combien tu vas vendre ce produit, combien ça va te coûter de le produire. Et enfin, de quoi tu as besoin ? Quelles sont les ressources dont tu as besoin pour te lancer ? Les ressources humaines, est-ce que tu as besoin d'associés ? Est-ce que tu as besoin de capital de départ ? Est-ce que tu as besoin de mise en relation, etc. Une fois que tu as une réponse à ces 4 questions, tu testes. Tu vas voir tes copains, tes parents, tes amis, ton banquier. Tu prends du feedback. Tu te donnes plusieurs mois pour faire maturer ton truc. Et quand tu as l'impression que c'est solide, tu te lances le plus vite possible avec ce qu'on appelle un POC, quoi. Tu testes quelque chose. Et donc, moi, le mec qui me dit je vais monter un restaurant, mais qui n'a jamais essayé ses plats avec ses copains ou avec sa famille, et qui n'a jamais eu un vrai succès avec ça, tu as envie de lui dire bah non, en fait. Teste, essaye. Avant de monter un poulailler avec 15 000 têtes, est-ce que tu as déjà fait ça dans ta cour avec 35, quoi. Voilà, donc teste. Et puis après, apprends en faisant et fais des erreurs, comme tous les entrepreneurs. Ça, c'est aussi un truc d'entrepreneur. Les entrepreneurs sont les gens qui font probablement le plus d'erreurs. Et les bons entrepreneurs sont probablement les gens qui corrigent le plus vite. Tu parlais tout à l'heure d'associés dans cette aventure entrepreneuriale. Pour moi, personnellement, ça fait une révélation de travailler avec tes associés. Mais je ne sais pas si c'est partagé pour tout le monde. Moi, je l'ai pris dans une bonne dimension. Ça m'a beaucoup appris à grandir. Et de ton côté, est-ce que tu as eu des mauvaises expériences avec ces associés ? Oui, mais j'ai eu des mauvaises expériences de tout et j'ai surtout eu des très bonnes expériences d'associés. En tant qu'investisseur, je suis toujours méfiant des business dirigés par une seule personne. Quand il n'y a pas d'associé, je suis toujours un peu méfiant parce que d'abord, on ne sait pas tout faire. Ça, c'est le premier truc, donc c'est la complémentarité des compétences. Ensuite, quand on a des coups de mou, et on a toujours des coups de mou, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un à qui parler et d'avoir... on ne vit pas tous avec les mêmes rythmes, donc souvent, quand toi tu es fatigué, l'autre il ne l'est pas, et on se relaie l'un et l'autre. Tu peux avoir 2 types d'associations. Tu as les associations de compétences, donc tu as quelqu'un qui est bon en finance, quelqu'un qui est bon en marketing et quelqu'un qui est bon en produit, ça c'est l'idéal. Puis tu as les associations de mindset. Moi j'adore les associations de mindset. Je trouve que quand tu as une association avec quelqu'un qui est hyper intuitif et optimiste et quelqu'un qui est très prudent et rationnel, ça casse la baraque généralement. Parce que tu as toujours besoin des deux. Et c'est très dur de faire les deux en même temps. Et donc, moi, je recommande beaucoup aux gens de s'associer avec des gens qui sont complémentaires en termes de compétences et complémentaires en termes de mindset. Pour revenir aux aspects personnels, moi, j'ai créé mon premier business en association. On était 3. Au bout de 6 mois, une de mes 2 associés nous a quittés au moment où c'était dur.
Donc on a failli arrêter. On a transformé ça en opportunité, c'est-à-dire qu'on s'est resserré l'un à l'autre et on s'est dit, il y a un associé qui part, comment on le remplace? Et donc, du coup, on a fait rentrer un investisseur. Donc, la fille qui nous a quittés, elle nous a revendu son tiers de part gratuitement. Et nous, on l'a revendu très cher. Donc, on a transformé ça en opportunité. Et puis après, on a fait rentrer un associé qui était un pur commercial, ça manquait. Quand tu as une fonction clé dans ta boîte qui n'est pas couverte, normalement, ce n'est pas un salarié qui va faire ça. Au tout début, si c'est vraiment une fonction clé, il faut filer des parts. Et là-dessus, moi, je me pose souvent la question, qu'est-ce qui motive les gens? Et plus c'est dur, et l'entrepreneuriat c'est dur, plus ce qui motive les gens, c'est quand même d'avoir un retour sur investissement très fort si ça cartonne. Et ça, c'est pas un salaire. Et c'est pas non plus un variable. Les parts d'une entreprise, c'est une vraie motivation. Donc moi, j'ai tendance à dire, associez-vous. Ouvrez. Par contre, il faut verrouiller. C'est-à-dire que quand on ouvre le capital à des associés, il faut être clair. Donc nous, on est très attentif au pacte d'associés. Il faut être clair. Quand quelqu'un rentre au capital, il a des droits, mais il a aussi des devoirs et des engagements. Et parmi ces devoirs et ces engagements, il faut qu'il fasse son job, quoi. Le jour où un associé arrête de faire son job, moi, je pense qu'il doit arrêter d'être associé. Est-ce que l'écosystème malgache est prêt pour cette dimension associée par rapport à ce qui se passe à l'étranger, je dirais? Non. J'ai répondu oui, clairement, sur est-ce que c'est plus facile d'entreprendre à Mada? Non, l'écosystème n'est pas prêt. Et je disais tout à l'heure qu'on est dans une économie de rente, et une économie de rente, c'est une économie de méfiance. Il faut être clair, le business à Madagascar est un business dans lequel les gens sont méfiants. Comme on ne fait pas beaucoup de croissance, généralement, il y a une suspicion que le chiffre d'affaires que tu gagnes, tu le prends à quelqu'un d'autre. Et donc, les gens ne sont pas prêts à se dire, si on se met à 3, on va faire 10 fois plus. Ils imaginent que s'ils se mettent à 3, au mieux, ils vont faire 3 fois plus. Et donc, finalement, autant faire une fois tout seul, quoi. Or, la vérité, c'est qu'une bonne association, ce n'est pas une association qui fait 1 plus 1 plus 1. C'est une association qui égale 3. C'est une association qui fait 1 plus 1 plus 1 égale 100. Et ça, les gens ne sont pas prêts pour ça. Comment sortir de ça? En promouvant des associations qui marchent. Justement, comment vulgariser ça? Comment mettre en sorte que ce soit plus facile pour les gens de passer dans ce mindset-là? Alors nous, clairement, à Miracap, on est associés. Et je crois qu'on a un avantage par rapport à un associé. Je pense que c'est une bonne façon de commencer à s'associer, de s'associer avec nous. L'avantage, c'est que nous, on annonce la couleur, on est associés que pour 5 à 7 ans. Donc, on ne va pas, toute notre vie, être avec toi, et donc à un moment, on va sortir. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être une bonne façon d'entrer dans l'association, c'est de se dire, je vais commencer avec quelqu'un qui annonce la couleur là-dessus, dans 5 à 7 ans, il faut que je sorte. Le deuxième truc, le deuxième avantage qu'on a en tant qu'associé institutionnel, c'est qu'on est capable de prouver qu'on s'est déjà associé à d'autres. On n'a arnaqué personne, on a humilié personne, on n'a jamais promis des choses et rien fait. Parfois, on a promis des choses et fait un peu moins, mais on n'a jamais rien fait. Maintenant, si tu veux t'associer avec quelqu'un d'autre, je dirais, tire ces leçons-là. Déjà, t'associes pas avec ton beau-frère ou ton cousin juste parce que tu le connais et que tu l'aimes bien. Si tu t'associes avec lui, il faut qu'il y ait une complémentarité de compétences et de mindset. Et parce que c'est ton beau-frère et ton cousin, ne te sens pas libre de ne pas fixer les règles du jeu. On va s'associer pour combien de temps? Qui va apporter quoi et combien de parts ça va valoir? Qu'est-ce qu'on attend de cette aventure? Qu'est-ce qu'on va apporter dans cette aventure? Comment on va prendre les décisions? Une fois que tu fixes tout ça, c'est bon, tu peux t'associer. Et surtout, une fois qu'on a signé, c'est quoi les sanctions si on ne respecte pas nos engagements? Là, tu peux t'associer. D'un point de vue macroéconomique ou tout simplement d'un point de vue malgache, est-ce qu'il y a des accompagnements ou des programmes pour promouvoir l'entrepreneuriat aujourd'hui? Il y en a plein, il y en a énormément. Le problème, c'est que ces programmes, ils sont pour l'instant construits par des acteurs publics qui ont beaucoup de bonne volonté. C'est-à-dire que je parle d'organisations internationales de développement. Mais
il n'y a rien de plus éloigné de l'entrepreneuriat qu'une organisation internationale de développement. L'entrepreneuriat, c'est petit et c'est risqué. Une organisation internationale de développement, c'est gros et ça n'aime pas les risques. Et donc, l'alliance entre les deux, elle est un peu contre-intuitive. Et comme ces organisations le savent, elles passent par des intermédiaires, des acteurs comme nous. Donc, nous, on fait le lien entre les deux. Donc, on bosse pour des organisations internationales de développement pour construire des programmes adaptés aux entrepreneurs. On travaille par exemple avec la Banque mondiale pour construire des programmes adaptés aux entrepreneurs. Avant, on a travaillé avec USAID. On travaille avec le gouvernement de Monaco. Donc, ils nous confient de l'argent pour le gérer. Le problème, c'est que c'est des structures comme Miracap, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a tellement peu que je suis d'accord pour faire leur publicité. Il y a des boîtes qui font très bien leur métier, comme Nexta, comme Orange Fab, par exemple. Mais on peut les citer sur les doigts de... Il y a le centre qui est relié à l'ISCAM. Voilà, on est 5 ou 6 à faire ça. Et on est 5 ou 6 pour 10 000 entrepreneurs à accompagner. Ça ne va pas le faire, quoi. Donc oui, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Et il n'y en a pas assez parce qu'il n'y a pas assez d'intermédiaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour promouvoir plus l'entrepreneuriat? Eh ben, il faut que les entrepreneurs s'y mettent. C'est-à-dire que ce que je te disais tout à l'heure, c'est des organisations internationales. Moi, je pense qu'il est temps, et grand temps, que les entrepreneurs qui ont réussi s'intéressent à l'entrepreneuriat des autres, pas le leur. Il est grand temps que, fort de l'expérience, des réseaux, du capital accumulé, les champions actuels montent leurs fonds, montent leur structure d'incubation, en acceptant de reprendre des risques pour faire grandir les entrepreneurs de demain. Je crois que c'est ça le sujet. Et eux, ils ont le mindset, il faut qu'ils franchissent le pas. Et il faut qu'ils se mettent à penser à autre chose que leur propre business et à se dire, on est obligé, on n'a pas le choix parce que les entrepreneurs qui vont arriver, c'est le marché des entrepreneurs actuels. C'est-à-dire, et ça, par exemple, les opérateurs de télécom l'ont bien compris. Pourquoi les opérateurs de télécom montent des programmes d'incubation et d'accélération? Parce qu'ils ont besoin de plus d'entreprises qui vont demain avoir besoin de connexion Internet, de lignes de téléphone, etc. Et c'est vrai dans l'agro-industrie. Quand aujourd'hui on a atteint un certain stade dans l'agro-industrie, on a besoin qu'il y ait plus d'entrepreneurs dans les filières. Et donc ces entrepreneurs-là, il faut contribuer à les créer. Et je pense que c'est ça dont on a besoin. Si tu devais te résumer en 3 choses, en 3 mots, ton profil, ta carrière jusqu'ici, tu te résumerais comment? Oh bah, un seul, antifragile. L'antifragilité, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas fragile. Ce qui est fragile, c'est quoi? C'est ce qui se casse quand ça prend un coup. Et alors, on va dire, mais pourquoi tu dis antifragile? Pourquoi tu dis juste pas solide? Solide, c'est ce qui ne se casse pas quand il prend un coup. Antifragile, c'est ce qui se renforce quand il prend un coup. Et donc moi, j'avoue que 25 ans de rugby, 17 ans d'entrepreneuriat, 25 ans de Madagascar, des environnements où tu prends beaucoup de coups, tout ça, ça m'a appris à bien aimer prendre les coups parce que à chaque coup que je prends, je ressors avec une leçon et un peu plus costaud, quoi. Et donc antifragile. Tu fais beaucoup de sport. Donc là, tu viens de citer le rugby. J'ai vu aussi que tu faisais beaucoup de trail. Est-ce qu'il y a eu un véritable lien entre le sport et l'entrepreneuriat? Dans le sport, en vérité, on retrouve la préparation, l'effort, la compétition, le dépassement, l'échec, parce que tu perds plus souvent que tu gagnes, à part Federer, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent plus souvent qu'ils perdent. Donc je dirais que tous ces aspects-là, dans le sport, c'est des aspects qui préparent à l'entrepreneuriat. Dans les sports collectifs, tu retrouves en plus la dynamique de gestion de groupe. Moi, j'ai été capitaine toute ma vie au rugby. Et donc, tu as ce côté que tu as en tant que capitaine, c'est-à-dire tu es joueur. Donc, tu vis la même chose que tes équipes. Et en plus, tu dois les fédérer. Donc, moi, quand quelqu'un vient me voir en me disant « j'ai été capitaine de rugby 15 ans », j'ai bien envie de financer sa boîte, généralement. En parallèle à ces 25 ans de rugby, moi, j'ai toujours aimé la montagne. Et ça fait 10 ans que je me suis remis à courir en montagne.
Et là, je crois que pour moi, c'est la meilleure métaphore de l'entrepreneuriat, la course en montagne. Parce que on va commencer par le point de départ. Déjà, c'est très dur de courir en montagne. C'est complètement incertain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change plus vite que le temps en montagne. Et donc, tu peux te préparer ou t'habiller d'une certaine manière et tout peut changer d'un moment à l'autre. Et je peux te garantir que quand tu es à 3000 mètres d'altitude en course et qu'il se met à neiger, c'est plus du tout le même plan. Ou quand tu es de nuit en train de descendre une pente raide sur l'Utop et qu'il se met à pleuvoir, ton plan il change complètement. Tu avais prévu de courir à 8 km/h, tu cours plus qu'à 4. Tu avais prévu de te concentrer sur la vitesse, tu es obligé de te concentrer sur l'absence d'accident. Donc tout change, tu es obligé de t'adapter brutalement. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc que je trouve vraiment cool en montagne, c'est que généralement, quand tu arrives au sommet d'une montagne, tu ne restes pas longtemps. Tu regardes le paysage, tu respires, et puis tu redescends tout de suite. Soit parce que tu es en course, et donc malheureusement, tu n'as pas le temps de contempler, soit parce que tu as fait une ascension, et pour ceux qui ont déjà fait un 5000, en fait, tu restes jamais au sommet d'un 5000 parce que juste tu te gèles. Il fait hyper froid, tu profites de la mer de nuages, et puis tu redescends tout de suite. Et là, ceux qui ne connaissent pas la montagne se disent tout ça pour ça. Et ben, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Tu arrives là, et puis tu redescends. Et puis tu remontes, et puis tu redescends. Et tu repasses sur un autre projet. J'adore ce sujet-là. Je suis un entrepreneur, je pense, je partage totalement cette expérience et cette vision que tu partages. Et dans cette émission, on donne la possibilité à notre invité de me poser une question. Est-ce que tu aurais envie de me poser une question? Oui, bien sûr. C'est quoi ton moteur? Moi, c'est le partage. C'est créer et inspirer la nouvelle génération. C'est sortir le maximum de personnes possibles de la pauvreté et transmettre. Ben, c'est un bon moteur. Maintenant, en supposant que tu perds tout aujourd'hui, je parle ici de tout ce que tu as construit, tu devrais donc repartir de zéro. Comment tu t'y prendrais? Écoute, d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas une question théorique. D'abord parce que je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que je suis reparti de zéro 2 fois. Pas sur des échecs, c'est-à-dire que je n'ai pas tout perdu. Et par contre, je suis reparti de zéro après avoir clôturé un chapitre. Et ensuite, ce n'est pas théorique parce que l'année 2025 m'a quand même rappelé que les risques que ça se passe mal, ils étaient importants, quoi, hein. Nous, on travaillait beaucoup avec USAID l'année dernière et quand ça s'arrête du jour au lendemain, on a perdu 70% de nos revenus en une journée quand le gouvernement américain a décidé d'arrêter USAID. Et donc, il a fallu se dire, waouh, est-ce que ça peut continuer? Et puis, quand on vit des événements comme ceux qu'on a vécus au mois de septembre et au mois d'octobre, qui sont, je crois, sur le fond des événements fondamentalement encourageants pour les années à venir. Enfin, quand les jeunes décident de prendre leur destin en main, ben, ça veut dire qu'on a un futur, quoi. Mais en même temps, c'est incertain et ça produit des risques. Ben, on dort pas bien la nuit et on se dit, ok, mais moi, mon business, c'est bien la société, mais moi, mon business, est-ce qu'il peut s'arrêter du jour au lendemain? Donc moi, c'est des questions que je me pose tous les jours. De manière évidente, je sais rien faire d'autre qu'entreprendre. Donc, j'irai pas bosser à la banque ou dans un grand groupe. Donc, je remonterai évidemment quelque chose. Et je dirais qu'il y a 2 options. La première option, c'est de me dire, aujourd'hui, je sais faire quelque chose. J'ai capitalisé sur une expérience, un réseau. Je remonte quelque chose qui ressemble. Un cabinet de conseil. Je reprends des gens, d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé, des investisseurs ou des collaborateurs. C'est une option possible. Et puis, il y en a une autre qui est de dire, maintenant que j'ai démontré que j'étais un entrepreneur, il est peut-être temps de faire parler certaines de mes passions personnelles. Moi, j'adore la cuisine. Et donc, je pense que le choix un peu de folie, ça serait de monter un restaurant. Justement, et on y vient à la question que Hans nous a posée, notre invité précédent. Si tu devais changer de travail, lequel tu choisis? Moi, je crois que j'aimerais être cuisinier. Cuisinier ou propriétaire de restaurant? Plutôt chef de cuisine, ouais, tout à fait. Parce qu'on retrouve beaucoup de choses de l'entrepreneuriat. Il faut diriger une brigade, on se met en risque tous les soirs.
faut être un peu créatif et en même temps très méthodique. Faut créer des beaux produits. Ouais, j'aimerais bien être chef. À toi maintenant de poser la question pour le prochain invité. Je vais poser une question qui n'est pas de moi. Je ne dirais pas de qui elle est. Pour ceux qui ont la référence, elle est de quelqu'un que j'apprécie pas beaucoup. Enfin, elle est d'un entrepreneur et d'un investisseur pour qui j'ai pas une énorme admiration, mais je trouve que la question est excellente. La question, c'est qu'est-ce que vous pensez profondément et sur lequel la majorité des gens ne sont pas d'accord avec vous. C'est ce qu'on appelle la question contrariante. Et il se trouve que les vrais grands entrepreneurs ont tous été contrariants. Les vrais grands entrepreneurs ont tous dit ce que les gens veulent, c'est pas à la fin du XVIIIe siècle, ce que les gens veulent, c'est pas des chevaux qui courent plus vite, c'est des voitures. Et donc ça a donné Henry Ford, qui a créé l'industrie automobile. C'est ceux qui disent ce que les gens veulent, c'est pas aller dans des meilleurs hôtels, c'est avoir des expériences de logement chez des particuliers. Et donc ça a donné Airbnb. Et c'est ce que des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui se sont dit ce que les gens veulent, c'est pas un Internet qui va plus vite, c'est une intelligence artificielle. Et ça a donné des OpenAI. Et cette question-là, les gens qui généralement ont quelque chose qu'ils croient profondément et avec lequel ils ne sont pas d'accord avec les autres, ça crée des vrais têtus. Et parmi ces vrais têtus, pas tous, certains, deviennent des très grands entrepreneurs. En tout cas, Emmanuel, merci encore d'être passé sur le plateau. Pour moi, ça a été vraiment un énorme plaisir. Je pense que toute l'équipe s'est partagée. On a eu droit à une véritable masterclass sur l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et un dernier mot peut-être pour nos spectateurs. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 600 000 emplois à Madagascar, on est 30 millions, il y a 10 millions d'emplois à créer. Pour créer 10 millions d'emplois, il faut 10 000 entreprises au minimum. Je pense que dans ceux qui regardent, il y en a forcément une grande partie qui peuvent faire leur part du travail. Créer des boîtes, confrontez-vous à la difficulté, acceptez les erreurs et acceptez les échecs, rebondissez et soyez des entrepreneurs. Merci Emmanuel. À très bientôt.